Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Sud Radio Média, les invités du jour. Les invités du jour, Stéphane Ribojade, réalisateur, et Franck Collin. Vous avez été l'organisateur de l'affaire Air Cocaïne. On vous reçoit à l'occasion de la diffusion ce soir des 2 premiers épisodes à 21h sur Canal+, de cette série qui raconte l'histoire. Tout le monde se souvient de cette affaire d'Air Cocaïne, cet avion qui est... on voit vous repassez les images de ces douaniers qui sortent ces 44 valises remplies de cocaïne, ces pilotes condamnés, emprisonnés en République dominicaine, exfiltrés, et cette affaire dont on n'a pas eu toujours tous les tenants et les aboutissants. Franck Ribojade, c'est peut-être vers vous que je vais me tourner en premier. C'est Stéphane, pardon. D'où est venue l'idée de faire ce doc et comment ça s'est passé, la genèse? Au départ, c'est un des 2 producteurs, Aurélien Combel, qui en avait l'idée, qui est venu nous trouver pour qu'on s'associe ensemble pour raconter cette histoire. L'histoire, elle est, comme dit certains personnages dans les films, c'est mieux qu'un film. C'est mieux. On se disait tout à l'heure, il y a tous les ingrédients du merveilleux polar, avec en plus les rebondissements presque d'un film d'agent secret par-dessus. Donc il y avait tous les ingrédients, non seulement pour faire raconter une bonne histoire, mais surtout avec des personnages haut en couleur, et puis notre rencontre avec Franck. Avec Franck, comment ça s'est fait? Comment s'est fait la rencontre, Franck, et comment vous avez accueilli la proposition de participer à ce doc? Mais au départ, je suis toujours incarcéré. Oui. Vous avez été condamné, je le dis, à 12 ans de prison. Vous avez été libéré il y a 8 mois sous en conditionnel. Et donc voilà, comment... Oui, donc après, à peu près 7 années de prison ferme, et un des producteurs s'est mis en contact avec un membre de ma famille, et puis lorsque j'ai bénéficié d'une permission de sortie, donc il y a eu un premier contact, on a discuté, et puis on a passé des heures et des heures à discuter. Je suis tombé sur des gens, comme Stéphane, très linéaire, très simple, très droit, très direct. J'ai senti aucun piège à aucun moment donné. Parce que ma première réponse, elle est de refuser ce projet. Parce que vous pouvez dire, voilà, c'est fini, je n'ai plus envie de revenir là-dessus. Exactement, la seule chose que je veux, c'est rester dans l'anonymat, absolument rien raconter, et puis repartir de plus belle, et puis refaire une vie. Et alors pourquoi avoir accepté? Parce que vous revenez, ça vous remet dans ce qui s'est passé, dans toute l'histoire. Tout à fait, parce que c'est les médias, donc vos confrères, entre guillemets, qui m'y plongent. Ouais. Et donc, si vous voulez, pour refaire une lumière sur tout ça, il faut repasser par là. Et je pense que c'est la meilleure des solutions. De raconter l'histoire. 12 ans, c'est mérité? Je ne sais pas ce qui peut être mérité. Je peux vous dire que la justice, elle a fait son travail. Je ne peux pas lui en vouloir, à aucun moment donné. Elle est là, heureusement qu'elle est là d'ailleurs. Et puis, elle m'a permis de vivre une expérience humaine qui est au-delà de toutes mes attentes, en fait. Alors, c'est-à-dire? C'est pas, on dit pas, je suis content d'avoir été en prison, absolument pas du tout. Mais quand vous êtes humain et que vous connaissez le fonctionnement des sociétés, notamment la nôtre ici en France, et que vous êtes déjà un enfant du monde en ayant voyagé et en connaissant un petit peu ce qui se passe autour de la planète, je pourrais dire que dans ma petite vie, j'ai connu aussi la prison. En quoi cette affaire, elle est extraordinaire, Stéphane Ribojade, d'Air Cocaïne? Elle rassemble beaucoup de choses sur... En fait, elle rassemble essentiellement plein de personnes, mais qui n'ont rien à voir ni de près ni de loin avec le trafic de cocaïne. Et ce qui nous a interloqués, c'est de rencontrer des gens qui sont tout à fait fréquentables, et qui sont pas des voyous. Et puis, on l'est un peu quand on décide de faire du trafic de cocaïne. Pendant l'affaire. Oui, mais les pilotes le savent pas. Pendant l'affaire. Vous pensez que les pilotes étaient au courant? Ça reste quand même très très en suspens, et c'est quand même le gros point d'interrogation de l'affaire, non? Enfin, moi, en tous les cas, je les ai défendus, comme j'ai défendu tout le monde du début jusqu'à la fin, et puis je reste sur mes positions. C'est-à-dire que moi, je vous raconte mon parcours à moi, celui des autres, je leur laisse cette responsabilité. Parce que c'est vous qui allez chercher tout. En fait, c'est ce qu'on voit dans le montage. Vous allez chercher les meilleurs dans leur domaine. Même le pilote les deux pilotes sont des anciens pilotes de chasse de l'armée. Vous avez le mec qu'on appelle un broker. C'est le meilleur broker de la Terre. Donc vous allez chercher les meilleurs, et après vous laissez faire le truc. Mais vous savez si vous leur avez dit aux pilotes? Non?
Ah, moi, je sais bien plus que vous. Mais voilà, vous avez un dossier de justice qui a été fait, il est ce qu'il est. Je suis pas là pour le changer. Voilà. Ouais. Ce qui nous a plu dans le profil de Franck aussi, c'est c'est un des rares intervenants qui a absolument tout encaissé. C'est-à-dire, il a tout accepté, il a reconnu les faits, et puis surtout, tout le reste de la bande l'ont balancé. Dès le départ. Mais ce qu'on voit dans le doc, dans les prochains épisodes, donc je vais pas les spoiler, mais on comprend que c'est pas de bol en fait, parce qu'il y a un premier voyage qui se passe bien. Et le deuxième, on ne sait pas pourquoi, les autorités de Punta Cana ont décidé de faire une opération main propre. Et c'est pas de bol en fait, parce que tout se déroule bien. C'est pas de bol où il y a eu des... Non, mais tout se déroule bien dans l'opération. Non, vous pensez qu'il y a eu de la dénonciation? Je pourrais pas vous dire, j'y étais pas. Ce qui concerne l'aéroport de Punta Cana, les autorités savaient qu'il y avait un gros trafic. Ils ont lancé pendant des mois une opération d'infiltration dans cet aéroport. Parce qu'au moment de l'arrestation, et le soir, il y en a plein. Et le soir où ils ont décidé enfin d'arrêter 40 personnes au sein de l'aéroport, il y a malheureusement un Falcon qui est en train de charger des valises. Voilà. C'est ce qui accélère. C'est le coup du destin, c'est ça. C'est ce qui accélère leur affaire même. C'est le fait que l'avion charge qui accélère l'entreprise des Dominicains d'arrêter. Ouais. Et sur cette, alors l'avion, il y a beaucoup de questions sur l'avion. Qu'est-ce qu'il est devenu? C'était l'avion d'Alain Flelou. Il est saisi. Il est là-bas en train de moisir. Il est là-bas en train de moisir. Un auditeur demande, est-ce que ça en valait la peine? Est-ce que ce serait à refaire, vous le referiez? Absolument pas. Non. C'est bien évidemment que ça en vaut pas la peine, et puis tout le monde a perdu. C'est-à-dire que moi le premier, et puis je vais pas parler pour les autres, mais je pense que vous avez rien à y gagner. Dans cette affaire, ils sont les coupables, les innocents, ils ont tous pris 10 ans. Donc on peut démêler le vrai du faux, mais même si la vérité elle est certainement ailleurs encore, mais néanmoins ils ont tous brisé leur vie, ils ont tous perdu maison, bien, femme, mariage. Enfin. Mais Alain Castagny, donc qui est le broker, est le seul qui n'ait pas été condamné en France. Il a été condamné à 20 ans en République dominicaine. Il est parti parce qu'il a eu un accident assez grave, un accident de scooter. Et lui n'a pas été condamné. Non, il a été exempté du procès pour des raisons médicales. Et puis j'espère qu'il ne passera jamais. Il vous reste de l'argent de cette affaire? Est-ce qu'il reste de l'argent dans cette affaire? Déjà, non, à vous. À moi, mais déjà, il n'y en a pas eu. Il n'y en a pas eu parce qu'elle n'a pas été concrétisée. Le premier. Mais il n'y a jamais eu de confirmation que le premier était un vol de transport. On a dit que ça avait été simulé, que c'était un vol test avec des valises dans lesquelles il y avait rien. Il y avait de l'eau parce qu'elles étaient lourdes quand même, puisqu'à un moment on voit que vous avez du mal à les sortir. Bon, je comprends que vous voulez pas répondre. J'ai touché aucune valise moi. Le choix de faire de la reconstitution en termes de réalisation, c'est. On avait envie que cette histoire elle soit dans la flamboyance. Un peu incarnée. Oui, parce qu'il y a un côté, Oshua and 12, quoi. Il y a une organisation, il y a beaucoup d'intervenants, il y a des voyages, des transports, il y a 3 vols avant. Sans compter après toute la partie évasion. Donc c'est tellement rocambolesque qu'il était évident que les petites parties fictionnées nous aidaient à concrétiser, à rendre plus à imager leurs propos. Plus concret. Est-ce que certains, ils ont pratiquement tous accepté de vous répondre? Oui. Là aussi, ça a été difficile. Qui a refusé? Alain Castagny, je crois. Alain Castagny, oui, ça a été un petit peu compliqué pour les raisons qu'on a soulevées. Et puis, mais sinon, oui, tout le monde a participé. Il n'y a pas François-Xavier? Non. Il y a son avocat. Oui. François-Xavier Monchet, qui est un douanier. C'est mon c'est un personnage incroyable. Oui, c'est mon chouchou. Parce que lui est tellement admiratif de Franck Collin qu'il va l'aider. Lui, il est au courant de tout. Et il va l'aider dans cette opération, y compris à blanchir l'argent. Parce qu'à un moment, il signe, vous dites qu'il n'y a pas eu d'argent, mais il vous signe des 150 000 €. Non, beaucoup plus que ça. Mais ce qui signe, c'est pas du tout de l'argent en provenance d'un trafic de stupéfiants. Ce qui signe, c'est mon argent à moi que je transfère sur un compte bancaire entre si vous voulez, l'Europe de l'Est et la France, et qui a été d'ailleurs justifié par des documents, des achats de contrats à vente entre la Roumanie et la France. Est-ce qu'il vous reste encore un peu d'argent? Je repose ma question. Non, j'ai plus rien. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? Je travaille comme employé, je suis élagueur de voirie. Donc je coupe de l'herbe, je la ramasse, je la mets dans des sacs poubelles, et puis à 13h, je rentre chez moi, je prends mon sac de sport, je vais m'entraîner. Et si on vous proposait un gros coup?
Non, on se brûle une fois, pas deux. Ouais, question délicate. Vous êtes toujours, parce que vous en parlez dans le documentaire, donc je me permets de poser la question. Vous êtes toujours en contact avec votre enfant, qui est la chose la plus importante pour vous dans votre vie? Absolument, carrément. Ouais. Bien évidemment, je l'ai par séquence, donc hiver-été, mais sur des longues périodes, 3, 4, 5 semaines. Et bien évidemment, il n'y a rien au monde qui peut m'arrêter. C'était un tournage particulier ou pas pour vous, Stéphane Ribojad? Là où ça l'était, c'était vraiment dans l'acceptation de tous ces personnages qui ont été longuement interviewés par Thomas Dandois, qui était le co-réalisateur. Il y a eu beaucoup d'heures il y a 1200 pages de transcription d'interviews. Voilà, pour vous donner une idée. C'est colossal. Ouais. J'ai pas vu moi tous les épisodes. Christophe Naudin, lui, il devient quoi? Christophe Naudin, celui qui a fait l'exfiltration. C'est ça. C'est un monsieur qui lui a pris plus que les autres encore, parce qu'il s'est fait rattraper après par la justice dominicaine, renvoyé, condamné et renvoyé en République dominicaine. Lui, il a été trahi aussi. Donc tous ces personnages sont intéressants parce qu'il y a pas que le mode opératoire qu'ils ont fait pour réaliser l'évasion. C'est surtout aussi la relation avec ces différents personnages. Il y a un député du Front National, Émeric Choprade, qui le trahit, qui envoie des photos avant même que l'évasion soit terminée. Enfin, voilà. C'est incroyablement romanesque. J'avais un auditeur qui dit vous glorifiez des médiocres. Voilà notre nouveau monde. Non, je ne pense pas, et j'ai effectivement pensé à ça quand on voit dans certaines émissions qu'on reçoit d'anciens dealers, etc. Je pense que cette affaire a une dimension qui est au-delà de ça. Et puis vous êtes aujourd'hui là pour parler de votre rédemption d'une certaine manière. Vous avez fait de la prison, vous avez été condamné, vous n'en êtes pas fier, c'est ce que vous dites. Donc on n'est pas là pour vous pour dire que vous avez fait un truc formidable, bien au contraire. Il y a absolument rien de formidable à cette affaire. Ce qu'il faut surtout expliquer, c'est bien évidemment, on ne donne pas d'intérêt à des gens qui arrivent ici en disant qu'ils sont trafiquants de stupéfiants avec un grand sourire, banane jusqu'aux oreilles. Bien évidemment, le but c'est d'expliquer que des mauvaises choses arrivent aussi à des bonnes personnes et que parfois on se retrouve au pied du mur et que même si souvent on pense avoir le choix, parfois on n'a pas le choix et on se jette dans quelque chose dont on est incapable de pouvoir gérer, et c'est une machine qui se met en route. Quand vous êtes seul, vous tombez tout seul. Quand vous êtes plusieurs, vous tombez à plusieurs. Et voilà le résultat. Jusqu'au départ, on vous voit d'ailleurs que vous étiez garde du corps de Maria Carré, vous aviez toute une carrière. Bien sûr. Et donc voilà. À regarder pour les personnes. Non, on glorifie pas. C'est un documentaire qui existe et qui raconte bien l'histoire. Et l'histoire n'est pas glorifiée à l'intérieur du doc. À la différence de certaines personnes qui sont glorifiées dans d'autres émissions sans aucune contrepartie et sans aucun esprit critique. Voilà. Si. Si, vous avez écrit un livre, j'ai vu ça hier, Il sort demain, ça s'appelle Franck Collin, j'ai organisé l'affaire à cocaïne. C'est chez Malpasso. Ribojad édition. Merci beaucoup Stéphane Ribojad, merci Franck Collin. Merci. Ce soir, Air Cocaïne, donc ça commence sur Canal+, et en 4 épisodes, évidemment le replay, et franchement vous allez être pris par l'affaire et par la réalisation, bravo. Merci à vous. Dans un instant, Jean-Jacques Bourdin. Sud Radio. Parlons.